puisse vous voir pour savoir si vous nous entendez bien. Et si vous nous entendez bien, est-ce que vous pouvez basculer votre écran, baisser votre écran pour vous recadrer, parce qu'apparemment vous êtes un peu hors champ, hors cadre. La personne ne nous entend pas en fait, hein, je pense. Madame Andro, Vous pouvez faire un signe de tête. est-ce que vous pouvez faire un signe à la caméra si vous nous entendez, Madame Andro? Madame Andro, si vous pouvez faire un signe à la caméra. Oui, allô? Oui, Madame Andro, vous nous entendez? Oui. Oui. Oui, Est-ce oui, que oui. vous pouvez faire un signe? C'est bon, elle nous Oui. entend. Ouais, parce que Ok, donc on lance. Eh bien, on va lancer. Allez, Super. 5, À tout de suite, C'est Madame bon, Andro. ça y est, je vous entends là. À tout de suite. Oui, oui, oui. 3, Ok, merci. 2, 1, parti. Bien, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de journée dans le cadre des rendez-vous majeurs, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Une matinée riche et une après-midi que je gage tout aussi riche. Vous êtes donc sur l'espace 3 avec un débat qui a pour thématique quelles conséquences d'une cyberattaque sur un site à risque. Puisque c'est vrai qu'on s'aperçoit que les systèmes de contrôle industriels tendent à de plus en plus se numériser, se connecter au système d'information des entreprises. Cela les rend vulnérables aux cyberattaques, comme l'ont montré des événements récents dans d'autres domaines que les sites à risque, hôpitaux, traitement des eaux, distribution électrique. Et cela crée-t-il également un sur-risque d'accident majeur en cas d'attaque? C'est un peu la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Alors tout d'abord, vous présentez nos intervenants donc, pour cette troisième table ronde de l'espace 3. Tout d'abord, Monsieur François Massé, bonjour. Vous êtes responsable de l'unité quantification des risques et évaluation des barrières à l'INERIS, donc pour rappel l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Bonjour. À vos côtés, Monsieur Julien Jacquet-Francillon, secrétaire général adjoint du SNIM, plus communément dénominé le Syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines. Bonjour à vous également. Et en direct avec nous, nous avons Madame Sylvie Andro, vous êtes coordinatrice sectorielle de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Bonjour Madame Andro. Vous entendez bien? Bonjour. Bien, alors peut-être avant de rentrer dans le débat, un peu comme pour la table ronde précédente, nous proposons de poser un peu le contexte justement pour bien savoir de quoi nous parlons. Et pour ce faire, je vais donner la parole à Madame Andro. Vous allez un peu nous faire un état des lieux justement de l'état de la menace cyber et rappeler notamment certains éléments de réglementation sur ce que vous allez nous expliquer, les opérateurs d'importance vitale. Madame Andro, c'est à vous, je vous en prie. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend bien. Très bien. Bon, ben, je vous laisse peut-être, je ne vois pas la présentation. Je vais commencer. Elle va se lancer tout de suite, je vous en prie. D'accord. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je travaille à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et donc très très rapidement, je vais vous parler donc l'état de la menace. Alors tout d'abord, je pense que c'est important de comprendre en fait les objectifs des attaquants, des cyberattaquants, quelles sont leurs finalités. Bien sûr, le premier objectif auquel on peut penser, c'est bien sûr la fraude, la cybercriminalité, l'appât du gain, tout simplement, le gain financier. Ensuite, vous avez aussi de l'espionnage, beaucoup d'attaques par espionnage pour voler donc, de l'information, de l'information stratégique, du savoir-faire. Vous avez également la destruction, le sabotage, on en parlera un petit peu après. Vous avez aussi ce qu'on voit qui est assez inquiétant, je dirais, c'est ce qu'on appelle le prépositionnement. Enfin, vous voyez des cyberattaquants qui se prépositionnent dans les systèmes d'information, qui ne font rien, mais qui sont là prêts à agir le jour où ils décident qu'ils ont un intérêt à agir. Enfin, vous avez aussi agitation, propagande, atteinte à l'image, et vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle la neutralisation. Par exemple, on va vous neutraliser votre site internet. Voilà, donc slide suivant. Alors, quels sont les constats que l'on peut faire aujourd'hui? Clairement, on voit une prolifération des outils d'attaque informatique. Vous avez une multitude de techniques, d'outils malveillants disponibles sur l'Internet, sur l'Internet sombre.
disponible donc pour des individus dont les compétences ne sont pas forcément expertes, je dirais, mais donc il y a vraiment une multitude d'outils disponibles. Par ailleurs, vous avez tous les jours des publications de vulnérabilité sur les logiciels, hein, puisqu'on est vraiment dans une société où on numérise partout. Vous avez du logiciel et ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout logiciel, vous avez ce qu'on appelle des failles, des vulnérabilités. Vous avez des chercheurs, des attaquants aussi, qui recherchent ces vulnérabilités et qui vont essayer de les exploiter pour rentrer dans les systèmes. Ensuite, clairement, on constate donc une prolifération et une professionnalisation des groupes d'attaquants. À côté de cela, on a vraiment ce qu'on appelle, nous, une augmentation de la surface d'exposition aux attaques, avec bien sûr le télétravail, hein, dans le cadre de ce contexte sanitaire compliqué, la numérisation, l'interconnexion croissante des systèmes. Au niveau aussi des réseaux industriels, on va voir beaucoup de technologies de type classique IT qui vont être intégrées au cœur même des réseaux industriels. Donc tout ça, ça facilite grandement la tâche des attaquants. Et enfin, un dernier point à évoquer, c'est ce qu'on appelle les supply chain attacks ou des attaques dites indirectes. Et le principe, en fait, ça consiste pour des attaquants à atteindre une cible relativement bien sécurisée, mais en compromettant, par exemple, un prestataire, soit parce que ce prestataire, il a une connexion au réseau de la cible, ou alors aussi ça peut être par la mise à jour d'un logiciel. Récemment, il y a les médias ont beaucoup parlé de l'affaire SolarWinds, notamment aux États-Unis, où en fait c'était un fournisseur tout à fait légitime de logiciels qui s'est fait compromettre ces logiciels, et donc ça a donné lieu à une vaste campagne d'espionnage, notamment au niveau des administrations américaines. Voilà, donc si on passe au slide suivant, un petit focus sur les systèmes industriels, hein, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, les systèmes industriels sont quand même moins ciblés que les systèmes classiques dits de gestion IT classiques. Mais il faut bien être conscient qu'une attaque du SI de gestion peut compromettre les SI industriels ou en tout cas impacter le processus industriel. À côté de ça, on voit que les systèmes industriels ont été conçus en général sans pouvoir faire face aux menaces cyber. Hein. Ils n'ont pas du tout été conçus dans cet objectif-là. Donc c'est normal qu'ils soient, je dirais, vulnérables. Un autre point aussi important à noter, c'est qu'on constate clairement un intérêt grandissant des attaquants pour les systèmes industriels, et on pourra l'illustrer ensuite par quelques cas. Ensuite, ce que j'ai dit en fait sur l'augmentation de la surface d'exposition aux attaques, elle est tout à fait vraie, pertinente dans le monde industriel, puisque pour faire face à des besoins d'optimisation des coûts, d'amélioration de la productivité, et bien en fait là aussi on numérise à tout va les activités industrielles, on externalise, on développe tout ce qui est intervention à distance, hein, télémaintenance, télédiagnostic. Je l'ai déjà un petit peu évoqué, on constate une intégration des technologies IT au cœur même, ce qu'on appelle les réseaux OT, c'est-à-dire les réseaux industriels, et très souvent sans maîtrise, sans cloisonnement. Donc en fait, les attaques peuvent très bien se propager du système d'information classique vers le système industriel. Voilà pour les constats. Et donc très rapidement, sur la réglementation, alors, en France, en tout cas, vous avez deux lois importantes, hein, qui réglementent la protection cyber des entreprises qualifiées d'opérateurs d'importance vitale, et également des opérateurs qualifiés opérateurs de services essentiels. Donc, vous avez la loi de programmation militaire de décembre 2013 qui a introduit en fait un volet cyber pour les opérateurs d'importance vitale, de 12 secteurs d'activité d'importance vitale. Donc, il faut savoir que ce qu'on appelle le dispositif SAIV, sécurité des activités d'importance vitale, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps maintenant. Et vous avez en bas de page, là, sur ce slide, en fait, la définition de ce qu'on entend par OIV. En fait, ce sont des opérateurs qui ont en fait des installations dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation.
Et aussi, vous avez un volet aussi d'opérateurs dont l'atteinte aux installations pourrait avoir des conséquences graves sur les populations. Voilà, ce sont les deux articles de loi du Code de la défense qui définissent en fait ce qu'est un opérateur d'importance vitale. Quant aux deuxième série de textes réglementaires, ce sont les textes qui découlent de la directive européenne Nice. Il faut savoir qu'il y a une directive sur les aspects cyber, cette fois exclusivement sur l'aspect cyber, qui a été donc votée en 2016, qui a donné lieu, donc, s'agissant d'une directive, à une transposition en droit national en 2018, en tout cas en France, pour ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. C'est un peu le même principe que les OIV. En tout cas, en France, il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux dispositifs. Et donc, pour ces OIV, ces OSE, il faut savoir qu'il y a une vingtaine de règles de sécurité cyber qu'ils doivent mettre en place. Elles sont très proches. L'ANSSI a travaillé, c'est l'ANSSI en fait qui a travaillé sur ces affaires réglementaires, et donc ce sont des règles de sécurité assez similaires. Et par ailleurs, les OIV et les OSE sont soumis à des contrôles de leur niveau de sécurité et également à des obligations de notification des incidents de sécurité de leur système critique. Donc voilà, j'ai brossé très rapidement l'état de la menace et un petit point sur la réglementation. Et donc, je laisse la parole. Et on vous en remercie, Madame Andro, parce que c'était important, effectivement, comme je le disais, de définir de ce dont on parle en parlant de cyberattaque. Et je vous propose maintenant de définir l'autre aspect de la problématique qui nous anime, à savoir ce qu'on appelle un site à risque. Donc, vous avez apporté certains éléments en parlant effectivement des opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Mais il y a d'autres notions à prendre en compte dans cette notion de site à risque. Monsieur Jacquet-Francillon, est-ce que vous pouvez justement nous préciser que vise-t-on exactement quand on parle de site à risque ? Si on raisonne en termes de risque pour les biens et les personnes, on voit que dans un hôpital, il peut y avoir des installations de combustion qui alimentent l'hôpital en chaleur, il peut y avoir des stockages de déchets ou de produits toxiques et inflammables, il peut y avoir de l'incinération de déchets médicaux, tout autant d'installations qui peuvent présenter des risques pour les biens et les personnes. Alors on est sur des installations classées qui relèvent plutôt de la déclaration ou de l'enregistrement, donc on va dire qui présentent des enjeux moindres sur l'environnement par rapport à des installations soumises à autorisation ou même des Céveso. Et donc c'est peut-être ce type d'installation qu'on peut viser, les Céveso qui présentent des risques majeurs ou qui peuvent présenter des risques majeurs. Ensuite, si on aborde un autre risque, celui du fonctionnement de l'économie ou de la société, est-ce qu'un hôpital peut présenter un inconvénient ou un risque sur ce fonctionnement-là ? Tout simplement, il faut se reporter à la directive qu'a citée Madame Andro, la directive SRI, et dans laquelle sont définis les établissements qui peuvent être opérateurs de services essentiels, et donc les établissements de soins de santé en font partie. Mais on ne peut pas s'arrêter à là pour définir un OSE. Il faut ensuite regarder si le service qui est rendu est tributaire des SI. Et puis, il faut regarder aussi si la cyberattaque comment va interférer la cyberattaque sur ce SI. Est-ce que les conséquences vont être durables? Est-ce qu'elles vont toucher un nombre de personnes importantes? Voilà. Et donc, tout ça amène à définir si un établissement est OSE ou pas, opérateur de services essentiels. Et puis enfin, on peut s'intéresser aux risques pour le potentiel de guerre, pour la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Et là, on retombe aussi sur la notion qui a été évoquée tout à l'heure, celle d'opérateur d'importance vitale. Et donc là encore, on a les textes qui le cadrent, qui définissent 12 secteurs dans lesquels on retrouve le secteur de la santé. Donc un établissement de soins de santé peut potentiellement s'y retrouver. Mais je m'arrêterai sur le raisonnement ici, puisque cette liste des OIV n'est pas rendue publique. Donc, voilà. Mais donc l'idée, je pense, aujourd'hui, est d'aborder ces trois types de sites, les OIV, les OSE et puis les Céveso. Je mets à part les installations nucléaires,
qui relèvent d'un régime un peu particulier, mais qu'on peut aussi éventuellement rattraper via cette notion d'OIV ou d'OSE. Voilà. Et juste une dernière précision, c'est que un Céveso n'est pas forcément OSE ou OIV, et inversement, un OIV n'est peut-être pas forcément OSE ou Céveso. Et voilà. Donc c'est bien 3 notions différentes. Et peut-être une question justement complémentaire, qu'est-ce qui caractérise le fait qu'un site Céveso devienne OIV ou pas? C'est quels critères? Il faut regarder les risques qu'il présente par rapport aux différents paramètres que je viens d'évoquer. D'accord. Il suffit qu'il y ait un seul de ces paramètres qui soit pris en compte pour que ça soit considéré comme un risque, comme un opérateur de service essentiel, vital, pardon, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de critères? Ou les 3, alors on a, pour l'OSE, on a les critères, l'impact de la cyberattaque. Donc il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Et puis pour l'opérateur d'importance vitale, ça peut être un seul dès lors qu'il est très important pour la survie de la nation. D'accord, donc il n'y a pas de règle forcément absolue. Très bien, merci pour ces éléments de contexte. Alors peut-être pour commencer à lancer le débat, je le rappelle à nos participants, vous avez la possibilité de participer justement via le chat. Il y en a 2, celui où vous pouvez discuter entre vous et celui où vous pouvez poser des questions directement à nos intervenants, donc n'hésitez pas à poser de nombreuses questions. Alors peut-être une première question que j'aimerais vous poser, donc on a bien compris la menace cyber et la différence de cette notion de site à risque, mais concrètement, alors peut-être vous, Madame Andro, comment ça se passe une cyberattaque concrètement, pour qu'on comprenne le déroulement? En fait, en gros, si je peux synthétiser très rapidement les phases d'une cyberattaque, vous avez 5 grandes phases en fait. Tout d'abord, le cyberattaquant va essayer de reconnaître sa cible. Il va essayer de trouver de l'information sur comment arriver à atteindre de sa cible. Ça, c'est la phase de reconnaissance. Ensuite, il va essayer d'entrer dans le système d'information de sa victime. Alors, très souvent, on pense, mais ce ne sont pas les seules méthodes. Très souvent, bien sûr, c'est par exemple le courriel piégé ou le renvoi sur un site internet piégé. Donc ça va être une méthode d'intrusion donc dans le système d'information de la victime. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, en troisième étape, une fois que l'attaquant a pris pied dans le système d'information, en fait, il va essayer de progresser dans le système d'information, de se latéraliser. Il va essayer de ce qu'on appelle d'augmenter ses privilèges, obtenir des droits de plus en plus importants. Et puis, je dirais, il va grenouiller quelque part sur le système d'information de sa victime et rechercher toutes les informations, toutes les ressources d'intérêt pour lui. Donc ça, c'est la troisième phase. Ensuite, il va établir un canal de communication avec des infrastructures qu'il contrôle, lui, en général. Il dispose de ses propres serveurs sur Internet qu'il contrôle et il va donc établir un canal de communication entre le système d'information de sa victime et ses propres structures. Et ensuite, en fait, il va pouvoir réaliser son objectif. Il va, par exemple, exfiltrer de l'information. Il va envoyer des malwares qui vont saboter le système d'information. Il va chiffrer les fichiers du système d'information de la victime. Voilà, il va réaliser son objectif. Voilà, donc si on veut schématiser, je dirais les 5 grandes phases d'une attaque cyber. Alors c'est vrai que quand on est néophyte dans le domaine, et puis il y a beaucoup de représentations qui sont autour de ces cyberattaques, on pense souvent au cheval de Troie, donc ça correspondrait à peu près à l'étape 2 que vous évoquez sur l'entrée dans le système d'information. Comme vous disiez, vous cliquez sur un mail frauduleux et là, ça permet à la personne d'entrer chez vous. Mais du coup, souvent aussi pour la société civile, on a surtout en tête le ransomware, donc c'est plutôt la dimension fraude, justement, et cybercriminalité qui permet de bloquer un système et de demander une rançon. Est-ce que vous avez éventuellement la possibilité de nous dire quelle est, pour les cyberattaques des sites à risque, bien sûr, quelle est la méthode la plus utilisée en général? C'est plutôt pour de l'espionnage, pour justement de la fraude, de la destruction, du sabotage? Est-ce que c'est à peu près équitable? Ça dépend des régions, des pays, des OIV? En ce moment, c'est clair qu'il y a une vague très importante de rançongiciels qui cible vraiment tous les secteurs, y compris les secteurs industriels. Récemment, vous avez eu un pipeline aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis. Donc, je pense que vous avez, si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité cyber, ça fait beaucoup de bruit dans les médias. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la menace, en tout cas, la menace numéro 1, c'est le rançongiciel. Donc, on va chiffrer on va chiffrer vos fichiers. On va aussi, souvent, ce que font les attaquants, avant de chiffrer vos fichiers, ils vont exfiltrer de l'information et ils vont ils vont vous menacer de publier l'information en demandant une rançon. Donc, ils font pression au maximum sur leurs victimes, bien sûr, pour qu'elles payent la rançon. Donc, ça, c'est vraiment la cybercriminalité. En ce moment, c'est vraiment la menace numéro 1. Alors, il y a quand même aussi une autre menace dont on parle beaucoup moins, c'est l'espionnage, parce que c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus furtif.
mais c'est tout au moins, tout autant, j'irais aussi dangereux. Là, en fait, ce sont des cyberattaquants, souvent supportés par des États, hein, parce qu'il y a la menace étatique aussi, qui vont essayer de rentrer dans vos systèmes et récupérer, sans faire de bruit, en étant bien sûr le plus discret possible, récupérer toute information sur des informations de nature commerciale, de savoir-faire industriel, enfin, toute information qui présente un intérêt dans par exemple, un cadre de concurrence ou dans le cadre, je dirais, de cyberguerre, entre guillemets, entre États. Voilà. Et à côté de ça aussi, on en parle peut-être moins, mais il y a aussi le sabotage, hein. On a vu des exemples de sabotage alors dans le monde industriel, notamment dans le domaine de l'énergie. Vous avez par exemple en Ukraine, par exemple, je pense en 2015, hein, vous avez des installations électriques qui se sont fait clairement saboter. C'était vraiment un objectif de sabotage, et ce qui a abouti à un blackout énergétique pour des milliers de personnes pendant plusieurs heures, quoi. Voilà, vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias parlent beaucoup des rançongiciels, mais il n'y a pas que le rançongiciel. C'est ça, ça dépend de la finalité que vous voulez mettre derrière. Alors du coup, une question, vous avez commencé à évoquer certains aspects, peut-être vous, Monsieur Massé, c'est au final quelles sont les conséquences possibles d'une cyberattaque? Parce que c'est vrai que quand on pense à cyberattaque, on a peut-être des représentations autour de ça, mais qu'on comprenne bien à ce jour, on ne peut pas, alors c'est vrai que les centrales nucléaires, vous disiez, Monsieur Jacquet-Francillon, sont un peu à part, mais on ne peut pas faire sauter une centrale nucléaire avec une cyberattaque aujourd'hui. Alors pour le domaine des centrales nucléaires, j'ai peu de connaissances sur le sujet, mais on considère que les centrales nucléaires sont quand même des systèmes plus isolés que les installations industrielles classiques, donc plus difficiles à attaquer, et du fait du risque couverte par la réglementation. On peut considérer aussi qu'un grand nombre d'installations industrielles, que ce soit des sites Céveso ou des installations à simple autorisation, ne sont pas couvertes par la réglementation qui porte sur les OIV et les OSE. Et donc dans ce cas-là, elles sont potentiellement moins bien protégées, puisque la protection de ces installations est à la main des exploitants de ces systèmes. Donc les attaques sur ces systèmes, on peut en avoir de différentes natures, avec différentes finalités que Sylvie Andro a présentées. Mais globalement, on peut envisager qu'il y ait des attaques externes. Le plus souvent, la finalité de ces attaques externes, les exemples récents, c'est plutôt des visées pécuniaires de type rançongiciel. Mais ces attaques qui vont mettre à l'arrêt des installations industrielles de manière non contrôlée, comme ça a été le cas pour Colonial Pipeline, ça fait qu'on perd, l'exploitant perd à un moment donné le contrôle sur son installation. Alors l'objectif n'est pas forcément directement de provoquer un phénomène dangereux, une explosion, mais le fait d'avoir perdu le contrôle d'une manière ou d'une autre sur une partie de l'installation et d'être dans un mode dégradé, de perdre la visibilité sur ce qui se passe sur l'installation, ça fait qu'on dégrade le niveau de maîtrise de risque tel qu'il a été conçu à la base pour l'installation. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on arrive à des phénomènes dangereux si on est sur une installation de type Céveso. Il y a peu d'exemples d'attaques qui visaient réellement à provoquer des phénomènes dangereux. Néanmoins, en 2017, il y a eu l'attaque Trisis qui visait des automates de sécurité, spécifiquement des automates de sécurité, donc des automates destinés à prévenir les accidents majeurs sur des installations industrielles. Donc cette attaque, elle n'a pas eu de conséquences finalement humaines. Elle a été détectée par les éléments de contrôle interne de l'automate qui étaient là pour assurer la fiabilité de l'automate. Mais ça montre bien que des groupes avec un certain niveau d'expertise et des moyens importants sont prêts à tenter d'attaquer ce type de système dans le but d'obtenir des effets dangereux pour les travailleurs ou pour les personnes ou l'environnement autour des sites à risque. Alors c'est vrai que Mme Andro aussi a un peu évoqué cet aspect, mais qui sont finalement ces hackers ou ces cyberattaquants? Il y avait une notion de support étatique, donc c'est-à-dire que c'est des États qui ont une cellule cyber pour aller justement attaquer les autres États ou tester la robustesse de leur système numérique. Est-ce qu'il y a c'est des groupes isolés en fonction de la finalité? Enfin voilà, qui sont ces cyberattaquants? Alors il y a différents types de groupes de cyberattaquants. Alors effectivement, souvent on parle de groupes qui sont supportés par des États pour réaliser des attaques. On a vu par exemple dans les cas qui ont été cités, que ce soit SolarWind en fin d'année dernière ou Colony Capital, que des entités étatiques étrangères ont été accusées par le gouvernement américain par exemple.
Alors c'est toujours difficile d'en apporter la preuve, mais en tout cas on sait qu'un certain nombre d'États ont développé des capacités offensives qui peuvent être utilisées pour des raisons stratégiques ou géopolitiques, et un certain nombre d'États hébergent des groupes qui ne sont pas nécessairement étatiques, mais qui sont supportés ou au moins autorisés par certains États. Et ça, c'est vraiment ce qui concerne les attaques les plus perfectionnées. Après, on a des réseaux mafieux qui ne sont pas forcément supportés par les États. Et puis, on peut aussi imaginer le cas des attaques internes, qui sont souvent des attaques beaucoup plus simples, mais qui sont réalisées par des personnes qui ont accès au réseau et qui connaissent le fonctionnement de l'installation. Voilà, ce type d'attaque, souvent, c'est des motivations de vengeance ou d'insatisfaction. Alors, c'est le cas typique du prestataire informatique qui n'a pas vu son contrat renouvelé. Et bon, on a des exemples de prestataires informatiques qui a désactivé tout le système de détection de fuite sur un réseau de pipeline ou qui a réalisé l'épandage d'eau usée sur des installations de retraitement des eaux usées, par exemple. Et donc là, c'est des attaques beaucoup plus simples et qu'on qualifie d'attaques internes. Alors c'est vrai que vous venez de citer un aspect important, en fait, c'est qu'il y a peut-être deux formes de failles qu'on peut exploiter. Il y a la faille du système, qu'on peut peut-être hacker, même si j'ai bien compris qu'il fallait une porte d'entrée, comme le disait Madame Andrew. Mais il y a aussi le facteur humain. Si on devait faire un ratio dans la majorité, on va dire, sans généralisation, mais pour avoir un ordre d'idée, des cyberattaques, c'est plutôt une faille des systèmes ou une faille justement de l'humain? En général, on dit que la cybersécurité, c'est 60% d'humains. Alors, on peut fixer la barre plus ou moins haut. Mais que ce soit pour exploiter une faille technique et pour dérouler les différentes phases d'une attaque qui ont été présentées, ou que ce soit un attaquant interne, le plus souvent, il y a une dimension humaine et une faille humaine dans la réalisation de l'attaque. Que ce soit parce que les personnes sont peu conscientes des risques ou parce qu'elles sont directement visées par des mails de type phishing ou par la mauvaise application de règles, par exemple en utilisant des clés USB ou des choses non sécurisées. Donc l'humain est une large part des failles ou des moyens en tout cas d'exploiter les failles sur les réseaux industriels. Madame Andrew, je ne sais pas si vous voulez compléter éventuellement sur cette partie, la part de l'humain, sur la part des systèmes, de vos expériences, de vos retours. En fait, je pense que c'est, alors je ne sais pas donner un chiffre, mais en gros, les deux, effectivement, facteurs humains et mesures techniques sont indispensables. En tout cas, nous, dans l'ANSSI publie de nombreux guides de recommandations, comment se protéger en fait des cyberattaques. C'est clair que la sensibilisation de l'humain, des personnels, c'est quelque chose que l'on voit tout le temps, que l'on met partout. Mais à côté de ça, il faut aussi que ce soit, je dirais, associé à des mesures techniques. Il y a un tas de bonnes pratiques, bonnes pratiques de base qu'il faut aussi appliquer. Donc je dirais, les deux sont indispensables. Il faut sensibiliser l'humain et à côté, il faut se protéger, je dirais, de façon en mettant en place des mesures techniques et organisationnelles. Parce que c'est ça, en fait, il y a une notion au-delà de la culture de risque, la culture de la sécurité informatique, là, en l'occurrence, à développer chez les différents opérateurs sur ce rôle du facteur humain. Mais pourquoi, au final, les gens ont tous conscience, justement, de ce qu'on entend à travers la presse, sur les attaques des hôpitaux, comme disait M. Jacquet-Francillon. Peut-être certains ont déjà été rançonnés sur leurs propres ordinateurs. Pourquoi est-ce que les gens ne mettent pas en place naturellement ces bonnes pratiques, justement? Monsieur Massé? Oui, je pense qu'il y a une part de contraintes que ces pratiques peuvent poser dans le travail, dans la réalisation des tâches. On a besoin d'avoir accès à un certain nombre d'outils informatiques. Chacun se sent un petit peu compétent sur les outils informatiques, donc veut utiliser ces outils. On a le mélange assez flagrant de ce qui est personnel et de ce qui est professionnel sur les mêmes machines, alors même si c'est souvent interdit par les chartes informatiques. Beaucoup de gens sont en télétravail, beaucoup de gens, quand ils travaillent sur site, essayent d'avoir accès à leur boîte mail, à de la presse, à des réseaux sociaux. C'est une inconscience ou une forme de paresse, en fait? Alors, il y a peut-être une forme d'inconscience, une forme de se sentir protégé sur ces systèmes professionnels, et puis une forme aussi, dans la réalisation de ces tâches, d'avoir accès à un certain nombre de données, un certain nombre d'outils, et donc de contourner des règles qui peuvent avoir été édictées.
Merci. Alors peut-être sur effectivement les moyens qui sont mis en œuvre pour se protéger. Peut-être d'abord du côté de l'État, oui, Monsieur Jacquet-Francillon, l'État a conscience de la cyberattaque actuellement. Je pense comme la majorité des États actuels qui sont numérisés dans un pays comme le nôtre. Mais quels sont les moyens mis en œuvre par l'État français? Alors, l'État, il œuvre pour s'armer à la fois en interne contre les cyberattaques, parce que lui, il détient ses propres données et il faut aussi se protéger. Et il œuvre aussi pour que les industriels puissent s'armer contre ces événements. Donc il y a une politique de transformation numérique des entreprises et de souveraineté numérique qui est portée par le ministère de l'économie et des finances et de la relance. C'est incarné par la Direction générale des entreprises et puis pour la partie sécurité économique par les SIS, les services de l'information stratégique et de la sécurité économique. Et puis après, on a d'autres acteurs plus précisément dans la cybersécurité ou dans le numérique, comme l'ANSSI et l'INERIS qui sont présents avec nous. Et on a la DINUM qui est chargée de la transformation numérique de l'État. Et puis enfin, toutes les DSI des ministères qui vont œuvrer sur les SI métiers, les systèmes d'information. La DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Donc, il chapeaute toute la transformation numérique de l'État. Et puis après, on a des SI métiers. Vous prenez par exemple la justice, qui a ses propres systèmes d'information sur les peines, sur les incarcérations, etc. Et donc, chaque DSI, direction des systèmes d'information, qu'on a dans chaque ministère, va s'occuper de la cybersécurité de ces systèmes d'information métiers propres à son ministère. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le numérique. Et donc, un des premiers constats, c'est qu'on a besoin de compétences. Et que ces compétences, elles vont aussi venir un peu en concurrence avec celles dont ont besoin les entreprises. Voilà, donc, il y a un énorme besoin en ingénieurs sur le numérique. Et donc, j'en profite pour faire un peu de pub aussi pour notre corps qui recrute justement des ingénieurs en cybersécurité, en data science. Voilà, donc il y a un concours annuel qui vise à recruter ce type d'ingénieurs. Ensuite, peut-être deux exemples pour illustrer ce que fait vraiment l'État concrètement. Il y a des appels à projets qui sont lancés. On a l'exemple récent des grands défis cyber qui visent à faire émerger des solutions innovantes en matière de cybersécurité. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé par BPI en milieu d'année dernière, et il y a eu tellement d'engouement qu'on a été obligé de restreindre la durée de cet appel à projet. Et puis l'autre exemple qui est beaucoup plus récent, c'est la stratégie nationale sur le cloud, qui a fait l'objet d'une communication là en début de semaine. Et donc l'État a affiché 3 grands axes sur cette politique. Déjà, mettre en place un label cloud de confiance, pour qu'il y ait des clouds qui soient étiquetés confiance et donc qu'on puisse faire appel à ces clouds en toute sécurité. Et qui techniquement sont inviolables, ces clouds-là. On ne peut pas les hacker. Alors là, on peut arriver vite à un débat sur le risque zéro, qui n'existe a priori pas. Le cadre de cette journée. Oui, tout à fait. Mais je pense que le risque zéro, effectivement, n'existe pas. Ce seraient des clouds où le niveau de sécurité est très élevé, mais ça n'empêche pas derrière qu'on s'arme pour faire face à des cyberattaques et les prévenir, sensibiliser, comme on le disait tout à l'heure, les opérateurs, mettre en place une politique de gestion du risque. Et juste pour finir sur cette stratégie nationale pour le cloud, on a aussi une politique industrielle qui vise à faire émerger des solutions de cloud européennes. Donc ça, c'est un point fort aussi, parce qu'aujourd'hui, les seules solutions qui existent sont souvent américaines ou asiatiques. Et donc l'idée, c'est aussi que nous, on ait notre propre compétence. Et le dernier point sur la stratégie nationale pour le cloud, c'est la politique cloud au centre. Et ça, l'idée, c'est que la transformation numérique de l'État passe par le recours au cloud. Voilà, et que maintenant, tout projet numérique au sein de l'État puisse recourir au cloud
avec ce haut degré de confiance. Alors, on comprend bien effectivement qu'on mette en place des barrières justement pour se protéger, mais on le voit par exemple dans la gestion des risques, on essaie avant tout de prévenir le risque. Donc nous, on essaie aussi d'imaginer dans la cyberattaque de prévenir les cyberattaques. Pour tester ces systèmes, est-ce qu'ils sont efficaces ou non, on ne va pas attendre d'être attaqué. Comment est-ce qu'on peut tester en amont ces systèmes? Monsieur Massé? Alors sur les sites industriels, la pratique, c'est de faire des tests de pénétration. On va mandater une entreprise extérieure qui va tester les systèmes. Voilà, on lui fixe un objectif, elle va chercher à corrompre le système. Alors en général, selon le processus décrit par Madame Andreau. Selon ce processus, par exemple, et donc on aura des personnes de l'entreprise qui sont chargées de se défendre contre cette attaque. D'accord. Donc c'est en général fait sur une maquette du système, c'est pas fait sur le système lui-même puisque ça pourrait présenter des risques. Donc ça c'est vraiment les tests de pénétration. Après il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être mises en place pour surveiller et maîtriser un système. Donc on va passer par toute une série d'audits, de surveillance des configurations, de surveillance des équipements. Enfin, une des premières choses, c'est d'avoir une bonne connaissance de son système. Quels sont les équipements et les logiciels qui sont intégrés dans ce système, quelles sont leurs versions pour pouvoir faire une veille sur leur vulnérabilité. Par exemple, on a des vulnérabilités qui sont publiées par les CERT, par exemple celui de l'ANSSI. Et donc pour bénéficier de la publication de ces vulnérabilités, il faut avoir une bonne connaissance de son système. Et puis après, on peut aussi avoir des tests sur le personnel en lui-même, par exemple en testant l'envoi de mails à l'ensemble du personnel pour voir s'ils ouvriront, pour voir s'ils ouvriront la pièce jointe, renseigneront leurs données personnelles, des choses comme ça. Donc, ce qui permet de sensibiliser, ça rentre plus dans la sensibilisation du personnel. Et Madame Andreau, peut-être quelques compléments, parce que vous parliez de bonnes pratiques tout à l'heure, vous en avez évoqué quelques-unes. Est-ce qu'il y en a des complémentaires au regard de nos échanges que vous n'auriez pas évoqués? Non, je pense que François Massé, oui, il a donné quelques idées effectivement qui sont tout à fait pertinentes. Alors je dirais que il faut de toute façon, si on veut un petit peu, au-delà des mesures vraiment techniques, etc., il faut qu'il y ait vraiment une prise en compte des enjeux de cybersécurité au bon niveau dans les organisations. Il faut que ce soit pris au plus haut niveau, sinon ça ne fonctionne pas. Et il faut qu'il y ait une véritable politique de sécurité qui soit définie et appliquée. À côté de ça, donc comme François Massé l'a dit, il faut connaître son système d'information, il faut faire des audits régulièrement, il faut connaître ses risques, il faut faire des analyses de risques. Et accepter, il y a toujours un risque résiduel, donc il faut que les personnes en fait qui engagent quelque part la responsabilité de l'entreprise aient connaissance de ces risques résiduels et les acceptent. Le risque, comme on l'a dit, le risque zéro n'existant pas. Voilà, donc il y a toutes, si vous prenez les 23 règles de sécurité là, que j'ai mentionnées tout à l'heure dans les textes, avec ça, vous avez un panorama de tout ce qu'il faut faire. Il faut sensibiliser. Alors, il faut aussi, quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué, se préparer en fait à la crise cyber. Donc, il faut faire des tests régulièrement, des exercices de cybercrise régulièrement. Il faut se préparer parce que le jour où on subit vraiment l'attaque cyber, si on n'a jamais été préparé, si on n'a pas fait de tests d'exercice de cybercrise, c'est très compliqué. Donc, il faut s'y préparer. Il faut préparer vraiment la gestion de crise cyber. Et peut-être aussi un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui est fondamental, c'est qu'en tout cas, dans tous les projets de transformation numérique, il faut vraiment prendre en compte, dès les phases de conception, les risques cyber et en déduire les mesures à appliquer. Donc, c'est très important que ce soit fait dès les phases de conception des projets de transformation numérique parce que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher de le faire en amont plutôt qu'une fois que les systèmes sont en exploitation. Ça, c'est parce que les systèmes existants n'ont pas été adaptés, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas en compte en fait, le risque cyber, qu'ils sont vulnérables en fait. Mais alors, je vais peut-être poser une question de profane, mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout revoir de zéro en repensant tout son système et le rendant invulnérable? J'ai bien compris que ce n'était pas possible, mais c'est pas une solution. Alors, une des caractéristiques des systèmes, si on parle vraiment des systèmes industriels par rapport aux systèmes informatiques que chacun manipule, c'est que c'est des systèmes dont les durées de vie sont beaucoup plus longues. Ils ont souvent été conçus par itération successive, intégration de nouvelles fonctionnalités. Et on considère qu'ils peuvent avoir des durées de vie au minimum de 10 ans, qui peuvent être de 20 ou 30 ans.
Et reconcevoir tout le système de contrôle industriel, ça coûte cher. Et c'est quelque chose qu'on fait. C'est beaucoup plus difficile à mettre à jour qu'un système informatique, qu'un PC où on va mettre la mise à jour de sécurité. Sur un automate industriel, il a été testé, validé, éprouvé pour obtenir des performances de maîtrise du risque. Et faire ces mises à jour, ça demande déjà un coût de mise en œuvre de la mise à jour, un coût matériel, un coût de réalisation, et puis des phases de test qui peuvent être très longues et très coûteuses. Donc c'est plus difficile de mettre à jour au jour le système déjà existant. J'entends bien. Alors justement, peut-être une question à vous, Monsieur Jacquet-Francion, et en parallèle à vous, Monsieur Masset. C'est une question de la CFDT, justement, qui aujourd'hui est un de nos partenaires dans l'élaboration de ces journées, enfin de cette journée en l'occurrence. Comment est-ce qu'on associe les travailleurs et leurs représentants face au risque? Parce qu'on a dit qu'il faut développer des bonnes pratiques, j'y arrive, ou qu'il faut développer une forme de conscience du risque et de la menace cyber. Mais est-ce que justement, on associe dans les échanges sur les manières justement de rendre les gens responsables moins dans des pratiques à risque? Est-ce qu'il y a une association qui est faite entre travailleurs et représentants? Monsieur Jacquet-Francion. Je pense qu'aujourd'hui, on associe toute la chaîne de l'entreprise, que ce soit le patron ou les salariés. L'idée, c'est vraiment que tous les agents contribuent à la protection de l'entreprise. Et quel que soit cet agent, la conséquence peut être la même, finalement. Donc, voilà. Je pense que le but d'un attaquant n'est pas de toucher une personne, mais plus... la conséquence qu'il y a derrière. Donc voilà, faut vraiment intervenir auprès de toute la chaîne. On parle vraiment de culture. On parlait de culture de sécurité dans toutes les tables rondes de l'événement pour parler du risque industriel, mais on peut parler aussi de culture de cybersécurité à ce même titre. Donc, voilà. C'est aussi, vous m'évoquiez en aparté tout à l'heure en amont, je pense sur cette notion, comment on associe les travailleurs et les représentants que par exemple, à l'INERIS, vous étiez en train de... Oui, alors, je n'ai pas vraiment d'exemples concrets d'instances, de représentants du personnel qui sont associés à ces réflexions, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les règles de sécurité informatique qui peuvent être posées dans des chartes informatiques ne sont pas forcément bien connues et bien appliquées par le personnel. Et il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. Et pour que ces règles soient bien appliquées, il faut qu'elles soient applicables, il faut qu'elles soient adaptées à l'activité des travailleurs. Et donc dans ce sens-là, peut-être qu'intégrer les représentants du personnel dans la définition de ces règles, et puis dans la sensibilisation du personnel, c'est une pratique qui permet d'améliorer l'application des règles en tout cas. Et puis qui somme toute paraît essentiel, puisqu'on parlait dans d'autres tables rondes effectivement pour lors de la gestion de crise, effectivement associer le plus en amont. Alors bon là, dans un site industriel, on parlait beaucoup de la population et des collectivités, mais on peut imaginer aussi que pour être préparé au risque, il faut aussi associer les personnes qui ont des connaissances de ce risque, comme ça elles savent comment réagir pour ne pas empirer le phénomène, et comme vous disiez, Madame Andro, pour que les personnes soient prêtes. Alors du coup, j'ai une question effectivement. Alors c'est un point d'approfondissement, mais pour rester sur l'aspect risque industriel, la sensibilité aux cyberattaques, est-ce que ce risque est-il bien intégré au système de management de la sécurité en technique, pratique et formation? Pas qui veut, oui, Monsieur Masset ou Monsieur Jacquet-Francion en réaction? Moi, je peux peut-être dire un petit mot sur... aujourd'hui, la cyberattaque, ce qui est pris en compte dans les référentiels de sécurité des établissements, c'est les événements, les scénarios d'endommagement. Donc, par exemple, une pollution dans l'environnement, par exemple, une explosion. Et donc, finalement, la cyberattaque, elle pourrait avoir pour effet ce scénario d'endommagement. Donc, un rejet ou cette explosion. Et finalement, en s'intéressant au scénario d'endommagement, on n'a pas nécessairement besoin de s'intéresser aux événements initiateurs. Ou en tout cas, il faut qu'on regarde les conséquences de cet événement initiateur. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on est à peu près... on est suffisamment large dans notre approche pour traiter le sujet en aval. Voilà. Ça n'empêche pas de regarder quand même le sujet de près. Oui, bien sûr. Monsieur Masset, et puis peut-être Madame Andro en réaction. Moi, j'aurais envie de compléter ce dernier point. Alors, effectivement, dans une étude de danger, on va évaluer les scénarios dont les causes sont des défaillances, des automates ou de l'instrumentation. Et on pourrait tout à fait imaginer que la conséquence
physique d'une cyberattaque, ça soit l'endommagement, ça soit une atteinte à ces automates ou à l'instrumentation, aux capteurs intelligents par exemple. Un traitement il y a quelqu'un qui disait dans le chat effectivement une cyberattaque qui a permis de modifier les consignes de traitement d'eau potable et d'augmenter la quantité d'additifs, la rendant dangereuse sur la vigilance humaine. Donc en fait, ça a vraiment un impact sur l'humain. Oui, c'est vrai, c'est un événement qui s'était passé il y a un mois en Floride, donc qui avait conduit à la multiplication par 1000, il me semble, du taux de soude dans une usine de potabilisation. Qui là devient dangereux pour la population. Qui là devient dangereux pour la population. Alors ça avait été détecté par les opérateurs qui avaient vu la souris bouger sur l'écran, enfin les valeurs bouger. Mais en fait c'est ça, c'est la nature de la cyberattaque, c'est qu'elle va chercher à contourner les barrières de défense qui sont mises en œuvre. Et donc sur des cyberattaques sur des systèmes de contrôle industriel, on pourrait imaginer plusieurs événements simultanés, ce qui n'est pas forcément toujours pris en compte dans l'étude de danger, ou des événements de moins grande intensité, mais tout aussi dommageables, alors qu'il y aura peut-être des effets limités au site, mais qui sont quand même problématiques pour les industriels. Et puis ce qui est assez peu couvert par le périmètre de l'étude de danger, c'est tous les systèmes d'information avec lesquels interagissent les systèmes de contrôle eux-mêmes. Donc les automates, les capteurs actionneurs interagissent avec des systèmes de supervision, des systèmes de gestion de production, qui sont eux-mêmes connectés aux systèmes d'information bureautique de l'entreprise et qui peuvent être connectés à Internet. Et le fait de perdre la disponibilité de ces systèmes d'information qui sont utiles à la production, ça fait qu'à un moment, on va perdre le contrôle de l'installation ou la connaissance de l'état de l'installation. Et donc, on va peut-être dégrader le niveau de maîtrise de risque sur l'installation. Alors, je commence à avoir des questions qui arrivent sur le chat et je vous en remercie. Alors peut-être pour revenir sur des exemples concrets, est-ce qu'on a des exemples en France d'attaques cyber sur des installations industrielles et est-ce qu'il serait possible de revenir sur l'une de ces attaques, la façon dont elle s'est passée précisément et ses conséquences, avec une question un peu complémentaire, c'est est-ce que les inspecteurs ICPE sont formés à ces nouveaux dangers? Donc Madame Andro peut-être? Les attaques en France, alors c'est compliqué. Sur des installations industrielles, j'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit. On a évoqué là plusieurs exemples. Après, nous, en tout cas à l'ANSSI, comment dire, on est très souvent appelé en ce qu'on appelle en opération cyberdéfense. Mais le problème, c'est que on est contraint, je dirais, à un devoir de réserve et de confidentialité. Et donc, on ne communique jamais à la place des victimes, en tout cas. Hein. Donc, tout ce que vous voyez, en fait, dans les médias, en fait, en tout cas, ce sur quoi on peut communiquer, c'est de la source ouverte. On va, même si on est intervenu sur tel ou tel industriel pour l'aider, typiquement les OIV, hein, parce que l'ANSSI intervient. Un des rôles de l'ANSSI, c'est bien d'aider les OIV et les OSE en cas de cyberattaque, et donc d'intervenir et de les aider à sortir donc de ce type d'attaque. Mais quand on intervient, on ne communique jamais à la place des victimes. Alors, si il y a quelque chose, là, il me vient à l'esprit ce qui s'est passé en 2017, par exemple, il y a eu 2 vagues mondiales de cyberattaques qu'on a appelées à l'époque WannaCry et NotPetya. Il y a par exemple l'entreprise Saint-Gobain qui a beaucoup communiqué, qui avait été victime justement il me semble que c'était, je ne sais plus si WannaCry ou NotPetya, enfin en tout cas c'est l'un des deux, et effectivement Saint-Gobain qui avait été aidé par l'ANSSI d'ailleurs, avait beaucoup communiqué sur ce qui lui était arrivé et ce qu'ils avaient dû faire pour se sortir donc de cette cyberattaque. Voilà. Merci. Monsieur Massel, vous avez complément, je me semblait que vous faisiez un signe, mais non, c'est pas grave. Pas de problème, parce que j'ai encore d'autres questions, mais justement sur la formation ou la connaissance justement du niveau cyberattaque, j'ai plusieurs questions là-dessus. Est-ce que les inspecteurs ICPE justement sont formés à ces nouveaux dangers? Parce qu'on a beaucoup parlé de la formation. Juste parler, Monsieur Jacquet-Francillon. Alors, en quelques mots, derrière une cyberattaque, il y a l'aspect malveillant. Donc on est plus sur un phénomène de sûreté que sur un phénomène de sécurité. Et donc l'inspection ICPE, elle intervient uniquement sur la sécurité. Et donc toute la partie malveillance, elle la regarde pas, c'est pas ses prérogatives. Donc ça c'est une première réponse. La deuxième sur la formation des inspecteurs.
Alors, parmi ces inspecteurs, bon nombre d'entre eux sont ingénieurs de l'industrie et des mines et reçoivent une formation au numérique. C'est dans le cursus de, de formation à l'entrée dans le corps. Et puis, on a un certain nombre de profils qui commencent à exercer sur ces sujets-là. Et donc, maintenant, la cybersécurité est prise en compte dans les formations des futurs ingénieurs. Alors, elles sont prises en compte dans la formation des ingénieurs de l'industrie et des mines, mais pas nécessairement dans le cursus de l'inspecteur, puisque ces prérogatives de l'inspecteur ne sont pas sur la cybersécurité ou sur la sûreté. C'est ça. Voilà. D'accord, parce que quelqu'un nous dit aussi, à ce jour, nous ne prenons pas en compte l'aspect sûreté, justement, dans les études de danger. Comment est-ce qu'on pourrait prendre en compte ces cyberattaques, justement? Si on venait à prendre en compte ces cyberattaques, il faudrait prendre en compte toutes les autres formes de malveillance. Donc ça reviendrait à donner à l'inspection les prérogatives sur la sûreté. Et voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Justement, alors ça c'est plutôt une question pour vous, Madame Andros. L'ANSSI pense-t-elle créer une base de données sur les cyberattaques ayant eu lieu, comme la base ARIA du BARPI, pour tout ce qui touche au risque industriel? Vous avez sur le site de l'ANSSI, plus particulièrement le site du CERT-FR. CERT, c'est le Computer Emergency Response Team. En fait, c'est la partie de l'ANSSI qui gère justement tout ce qui est attaque, incidents, menaces. Vous avez déjà de nombreuses publications. Vous allez sur CERT-FR, vous allez trouver pas mal d'informations. Après, c'est clair que nous, à l'ANSSI, on a toute une équipe d'experts dont l'activité, c'est bien l'étude de ces attaques, ce qu'on appelle les modes opératoires des attaquants. Donc, on a vraiment des gens qui sont spécialisés dans ce type d'analyse. Après, comme je disais tout à l'heure, on est quand même dans des domaines où on ne peut pas tout partager. C'est compliqué, en fait, de partager tout. Ce qui est public, vous le trouvez sur le site de l'ANSSI et du CERT-FR. Après, on met en place aussi des cercles, je dirais, de confiance entre, vous avez par exemple, l'ANSSI anime ce qu'on appelle l'inter-CERT, c'est-à-dire vous avez un réseau de CERT, c'est-à-dire ce sont des cellules qui sont dédiées aux incidents de sécurité. Et vous avez des CERT commerciaux, vous avez des CERT internes à des entreprises. Par exemple, toutes les grandes banques pratiquement ont leur CERT interne. Et vous avez des communautés de CERT à laquelle, il y a l'inter-CERT-FR par exemple, qui est animé par l'ANSSI. Ça, c'est au niveau français. Au niveau international aussi, vous avez des communautés de CERT. Donc, mais je dirais c'est plus on veut de l'information et plus c'est restreint quand même à une communauté d'acteurs. On ne peut pas tout mettre sur la place publique, c'est pas possible, parce qu'en fait, déjà on le voit aujourd'hui, tout ce qui est mis sur la place publique, bien sûr, c'est utilisé par les attaquants. Donc, il faut trouver le juste milieu entre la publication, enfin la communication, et le fait de ne pas diffuser certaines informations. Par exemple, nous, on diffuse souvent ce qu'on appelle des indicateurs de compromission. Il y en a certains qu'on ne peut pas mettre sur la place publique parce que si les attaquants savent en gros, on les connaît via ces indicateurs de compromission, en fait, ils vont trouver d'autres solutions. Vous voyez, donc c'est vraiment un compromis à trouver entre la diffusion de l'information et le fait de garder confidentielles certaines informations qui vont rester partagées, mais dans des cercles de confiance. Donc là, c'est toute la difficulté. Là, on était vraiment sur la connaissance du risque, mais peut-être pour revenir sur la notion inspection, parce que quelqu'un nous demande, même plusieurs personnes, puisque justement les inspecteurs et CPE ne sont pas formés, n'ont pas forcément de compétences dans ce domaine, qui contrôle les installations classées? Est-ce que au niveau de l'État, vous avez parlé effectivement de prestataires extérieurs qui le font, mais au niveau de l'État, est-ce qu'il y a des inspecteurs qui ont compétences? Ouais. Madame Andros, on me dit que c'est plutôt vous. Oui, monsieur Masset, je vous en prie. Oui, en fait, la réglementation qui concerne la cybersécurité, elle s'applique aux OIV. Donc, c'est une partie des sites Céveso peut être OIV, mais une partie des OIV n'est pas site Céveso. Et cette réglementation, elle est réalisée sous le contrôle de l'ANSSI. Et donc, c'est l'ANSSI qui est responsable de l'application de cette réglementation par les OIV. La réglementation doit aussi être appliquée par les OSE. Et donc, de manière générale, dans le contexte de la réglementation des installations classées pour l'environnement, il n'y a pas de contrôle réglementaire sur la cybersécurité. Ça passe soit
par le contrôle pour les OIV, pour ceux qui sont OIV, soit par l'application volontaire par les industriels de règles et de pratiques. Et les industriels ont tout intérêt à appliquer des bonnes règles et des bonnes pratiques, puisqu'il y a un enjeu financier pour eux. Parce que la première conséquence, et la plus probable pour un industriel, c'est la perte d'exploitation et la perte de production. Et donc, à ce titre-là, les exploitants d'installations industrielles et les concepteurs et exploitants des systèmes de contrôle industriel devraient appliquer des règles qui peuvent être définies dans de la normalisation internationale, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous souhaitiez réagir, Madame Andro, mais malheureusement, le temps passe. C'est comme je le dis souvent et je le dis ce matin, quand on est avec des gens passionnés, le temps défile très vite. Alors, peut-être une toute dernière question, parce que ça fait partie des questions des participants. Pensez-vous que la sécurité et la sûreté doivent être séparées? La maîtrise des risques industriels ne devrait-elle pas prendre en compte tous les aspects, avoir une vision globale, justement? Est-ce que ce n'est pas une étape pour se projeter un peu vers l'avenir, une réflexion qu'il faudrait mener? Alors, moi, mon opinion, c'est que la sûreté et la sécurité sont inextricables à partir du moment où on parle en particulier de systèmes fortement numérisés et de systèmes sur lesquels on a à appliquer tout un ensemble de normes et de règles pour garantir leur fiabilité, donc par rapport à des défaillances et des risques accidentels. Et en même temps, tout un ensemble de règles et de normes pour garantir la cybersécurité. Donc à partir du moment où on a des règles conjointes qui s'appliquent sur un même équipement, sur un même système informatique, on est obligé d'articuler ces exigences dans la conception et dans la gestion quotidienne de ces systèmes. Parce que les règles liées à la sûreté et à la sécurité, elles peuvent parfois se renforcer. J'avais dit tout à l'heure que l'attaque sur l'automate Trisis, elle avait été détectée par des mécanismes qui étaient là pour assurer sa fiabilité. Mais parfois aussi, ces règles, elles peuvent être antagonistes. Donc, il faut faire un choix. Il faut arriver à articuler les règles qui ont trait à la sûreté et à la sécurité. Eh bien, un grand merci. Alors, je vois qu'il y a encore des questions, mais désolé, malheureusement, le temps nous est compté. C'est aussi mon rôle en tant qu'animateur de le maîtriser. En tout cas, un grand merci à tous les trois pour ces éléments de présentation, ces éléments de débat. Merci également à nos participants pour leurs nombreuses questions. On se retrouve dans quelques instants pour la 4e et dernière partie de ces rendez-vous majeurs. Donc, 10 minutes de pause et je vous dis à tout à l'heure et merci encore à tous.